Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Ping. On est en direct, on est ensemble pendant une heure et quart. C'est 19 heures, voilà, on est ensemble jusqu'à 20 heures, 20 heures et quart. Bienvenue à tous. Je suis en bonne compagnie ce soir, donc comme d'habitude avec mon compère Vincent Trinquier. Comment il va le Vince? Comment vas-tu? Super, mieux que la semaine dernière, ça va bien, Et je vous oui, remercie. raconte-nous un peu ce qui s'est passé. J'ai entendu parler que tu as chopé chikungunya. Le chikungunya, t'as Presque, chopé? ça commence pareil. Non, Covid, Covid. Ah, c'est le Bon, Covid, d'accord. ouais, j'étais au lit pendant une semaine, quoi. Mais là, ça va, la forme. Pleine forme, je raconte autant de conneries qu'avant, donc tout va bien, ça roule. D'accord. Content. Oui, Tu me disais tout à l'heure que oui. tu as chopé le variant anglais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yes, mais je parle pas mieux anglais, on en a parlé. Ouais. Alors, Euh, on va dérouler le sommaire, puis après on va accueillir notre invité du Ouais, soir. très Alors, content justement pour réouvrir des sujets qu'on avait sur les toutes premières émissions sur le fonctionnement des clubs et tout. C'est vrai que ça va être très très intéressant. exactement. Alors, on me dit qu'on m'entend mal. J'espère que ça va aller. Alors, donc l'émission, donc on a Arnaud Cellier qui sera avec nous, donc c'est le vice-président du Amiens TT. Donc on va avoir un débat enflammé sur sa position dans le club et justement quel est le rôle aujourd'hui d'un vice-président. On aura également la Minute Ping qui va revenir donc la fameuse minute Julien Lepers en mode Vincent Trinquier. Et on aura également les coups de cœur et le mot de la fin. Et c'est le moment quand même d'accueillir notre invité de la soirée. Salut Arnaud. Eh ben écoute, je te lance. Comment vas-tu? Salut Arnaud. Alors, je vais très bien. Bonjour à tous. Et puis, merci de m'avoir invité et de me permettre de parler un petit peu de ce que je fais au sein du club d'Amiens. D'accord. Yes. Vince, je te laisse broder 2 minutes parce qu'apparemment j'ai Oui, un problème vas-y. de son. Voilà, Mais donc je pense que c'est ce c'est à qu'on se toi. disait tout à l'heure, c'est qu'on t'entend un peu de loin. D'accord. Alors, bah, merci à toi, Arnaud d'être présent parmi nous et de partager au-delà de ton expérience et ton expertise sur le tennis de table. Est-ce que je te propose de te présenter un petit peu? C'est-à-dire, ça fait donc, on a parlé du club d'Amiens, mais depuis combien de temps tu exerces les fonctions que tu as aujourd'hui à Amiens? Quelles sont ces fonctions justement? Et voilà, te présenter en quelques mots, si tu es d'accord? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, le club d'Amiens et moi, c'est une longue histoire. Je suis arrivé au club en 1989. Donc, voilà, ça commence à faire un petit moment. Donc, évidemment, un parcours de joueur classique. Et puis, très tôt, alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais très tôt, j'ai eu envie de rendre au club tout ce que le club m'avait apporté, c'est-à-dire une formation de joueur et puis aussi un certain nombre de valeurs. Et puis, en fait, ouais, dès que j'ai commencé mes études en STAPS, j'ai commencé à entraîner en parallèle voilà, sur le club, sur les stages régionaux, etc. Enfin, j'ai toujours aimé entraîner, transmettre. J'ai même été éducateur pendant 2 ans sur le club. J'ai eu un emploi jeune et puis après j'ai basculé vers un autre parcours professionnel, mais toujours en gardant des activités au sein du club. Et puis petit à petit, je me suis mis à faire plus de choses. Voilà, j'ai commencé par faire les équipes. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai géré aussi le planning d'entraînement, les groupes d'entraînement. Et puis assez vite aussi, j'ai pris le poste de vice-président. Et puis voilà. Puis je fais plein de choses, mais on pourra en parler après. Ok, donc tu as un parcours STAPS, un moment emploi jeune en tant qu'éducateur du club, et, Mm-hmm. et malgré le fait que tu aies quitté le club en termes professionnels, en tant que salarié du club, tu as continué à t'investir quand même pendant toutes ces années qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui finalement, sans avoir, il me semble que tu n'as pas de poste au club, tu as des responsabilités comme beaucoup de salariés ont dans des clubs aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors,
Oui, oui. Alors, alors pour être très clair, je suis juste payé pour entraîner parce que bon, c'est vrai que je suis diplômé et ben, j'ai toujours considéré que tout travail mérite quand même un petit salaire. Donc, j'ai une petite rémunération, on va dire, pour entraîner. Mais à côté de ça, oui, j'ai un tas d'activités bénévoles. Ok, tu fais quoi comme activité pro à côté du ping, du coup? Alors, je travaille au comité régional olympique. Donc, pendant très longtemps, c'était le comité régional olympique de Picardie. Et depuis la fusion des régions, je travaille au comité olympique des Hauts-de-France. Donc, c'est mon deuxième D'accord. emploi, en fait. Mon premier emploi, c'était entraîneur. Ok. J'ai fait ça pendant 20 mois et j'ai trouvé ensuite un travail au comité olympique et j'y suis depuis 2003. Au cross des Hauts-de-France. C'est ça. Hauts-de-France, Hauts-de-France, terre de jeu, j'ai vu. Pas Ouais, comme tous, ouais, mais ouais. j'avais vu ça justement. Ok. Là, du coup, je viens de découvrir que tu bosses au cross. Est-ce que justement, par rapport au... Après, j'arrête avec mes questions de journaliste. Le lien avec le cross te permet d'avoir eu de l'expérience sur de l'organisation d'événements sportifs ou sur de la gestion de club ou ce genre de choses. Alors, au cross, on n'organise pas vraiment des manifestations. Ça peut arriver, mais on est plutôt sur un soutien à la vie associative sportive. Après, oui, l'avantage que j'y vois, c'est que j'ai un certain nombre d'interlocuteurs communs avec un certain nombre de collectivités. Je suis aussi très au courant de tous les dossiers de subvention qui peuvent sortir. C'est d'ailleurs des tâches que je réalise aussi au cross. Donc voilà, toutes les demandes de subvention au club, elles passent par moi. Et voilà, c'est quelque chose qui ne me dérange pas spécialement et avec lesquels je suis assez à l'aise. Donc voilà, ça permet de gagner du temps. Et puis il y a aussi cette histoire d'interlocuteurs communs c'est bien de faire des dossiers, mais c'est bien aussi de connaître les gens. Ça peut permettre de faire gagner du temps de temps en temps. Ok, super. Très bien. C'est une très belle présentation. Dragan, ça va mieux? Est-ce que le son, ça va mieux pour moi, s'il vous plaît? J'étais en train de régler deux, trois choses. Non. Ah, non, toujours pas, on m'entend pas. Alors, Lynn, je te laisse continuer à broder et j'arrive. Alors, juste pour répondre à Olivier Meiro, une fois c'est Lynn, c'est un coup c'est Dragan. Et tu notes, Olivier, que j'ai suivi ton conseil, j'ai pris des écouteurs. Tu vois. Comme quoi, on écoute chez 100% ping. Bah, Dragan, je pense que tu peux lancer le débat. Allez, c'est parti. Je sais que tu as préparé un petit jingle, Allez, s'il te plaît. le petit jingle qui va bien. Le petit jingle qui va bien. Alors, c'est vrai que, comme on le disait en off avant de lancer l'émission, on a discuté un petit peu. Et justement, tu as aujourd'hui un statut assez particulier entre, au final, tu représentes Amiens, qui est un club de Pro B, et un club, donc, à partir du moment où un club de Pro B, on considère un club professionnel. Tu t'occupes de la Pro B, c'est ça? Tu t'occupes de la Oui. On peut le dire, c'est pas un secret. Tu Non, t'occupes de on la peut le dire, on peut le dire. Donc, tu t'occupes de la Pro B au club d'Amiens. En tant que vice-président, tu t'occupes également de la vie du club. Et tout ça avec un contrat pour entraîner avec rémunération, évidemment. Mais moi, ça me paraîtrait aberrant que quelqu'un insinue que c'est pas normal que ce soit rémunéré pour entraîner. Donc, mais justement, comment aujourd'hui dans le ping, on en parlait en off, mais ce serait intéressant de mettre en lumière, comment on a des clubs de pros avec des profils comme toi qui seraient des salariés idéaux à plein temps et qui ont des fonctions de salariés à plein temps, être aujourd'hui encore avec un système de bénévolat. Ouais, bah, c'est tout simplement parce que le tennis de table reste un sport, à mon avis, amateur. Et encore, par rapport à certaines autres disciplines, on a quand même les joueurs ont quand même de la chance pour un certain nombre de pouvoir en vivre. Mais par contre, compte tenu des moyens actuels des clubs,
quand il faut faire des choix sur où on met l'argent, ben, en effet, on a envie de mettre l'argent sûrement sur les joueurs, puisque c'est grâce à ça que ça va nous permettre de faire parler de nous, de faire progresser le club en termes d'image. Et puis, en effet, toutes les fonctions annexes, eh ben, on fait comme on peut. On est vraiment un très bon exemple à Amiens de cette débrouille, entre guillemets. On apprend. Ouais. C'est pour ça que ça me fait assez plaisir, parce que je ne sais pas si tu le sais, j'ai de fonctionnement des clubs. Je m'entends en écho derrière. Ouais, alors là, je t'ai perdu. Mais... C'est de ma faute. J'arrive. Je m'excuse vraiment. C'était pas prévu qu'il y allait avoir ces soucis. Comme quoi. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Ah, oui, parfait. Vous m'entendez mieux? C'est bon? Ouais, ça va. Bon, et ben, je vous souhaite une bonne soirée. C'était 100% ping. Merci à tous. Très bonne soirée. L'émission était sympa. Allez, alors, je vais juste prendre une minute. Est-ce que vous pouvez checker dans le live, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Vince? Et est-ce que vous entendez bien Arnaud, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre oui, oui, oui? 3 fois. Hein. En fait, je pense qu'ils nous entendent bien, mais je pense qu'ils vont entendre un petit écho derrière. Alors, petit écho, je sais de quoi ça vient. Ok. Tu vois, c'est comme tu disais, nous aussi, c'est de la débrouille. ouais, tout à fait, ouais. Et pourtant, ça marchait bien avant qu'on commence. Non, ça peut. Non. Donc là, non, franchement, le son de Dragan était. Ah ouais, c'est pas mal là. Le top, impeccable. Ouais, donc... Tu vois, il y a même Emmanuel qui a fait un petit signe de la main comme ça. Je vais pouvoir commencer. Alors, non, oui, oui. Donc ça y est, ça rechange. Et bien, décidément. Oh là là. Non, mais c'est bon, Dragan. Je pense vraiment qu'il l'a écrit. Tu sais, il y a quelques secondes d'écart, mais là, je pense que c'est top. Mais toi, loin, d'accord. Bon, ben, on va faire l'émission comme ça. Alors, je m'excuse. Le plus important, c'est qu'on entende Arnaud quand même. Oui. Voilà, ça va pour tout le monde là. Le plus important, c'est qu'on entende Arnaud. Vince, je te laisse continuer et j'arrive tout de suite. Et au pire, si c'est pas mieux, juste à monter un peu la voix, comme tout entraîneur de ping sait le faire, d'ouvrir le coffre et tac, puis on t'entendra correctement. Oui, parce que, alors, je sais pas si tu as vu la toute première émission qu'on a fait, mais moi, j'essaye de me spécialiser dans le monde du sport, justement, sur les aspects un peu sport business et comment les clubs vont exister dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, au-delà du... Et je suis assez convaincu que les clubs doivent trouver, en termes de modèle économique, autre chose que des licences au rabais et du 100% bénévolat. Mais c'est mon point de vue. Même si on peut vivre sur du bénévolat complet, mais je pense qu'il y a un moment, on ne peut pas, par contre, perdre de l'argent à chaque licence et compter sur les subventions publiques. Et je pense qu'au cross, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est abordé en interne, mais vous voyez que les subventions, elles ne sont pas éternelles et elles sont de plus en plus friables, elles disparaissent petit à petit. C'est un des sujets intéressants. Et d'où mon intérêt aujourd'hui, c'est vrai que j'étais assez content de pouvoir échanger avec toi sur ces profils-là parce que j'aimerais que tu arrives à me donner un horizon. Quel est l'horizon d'Amiens aujourd'hui? Est-ce que Amiens, pour l'instant, ne se pose pas forcément de questions sur le fonctionnement? Ça tient sur des personnes. Et justement, tu es la preuve que des bénévoles peuvent être très compétents. Il faut bien tomber, je pense, mais qu'il y ait des bénévoles compétents qui donnent énormément à leur sport, ça, j'en ai jamais douté. Mais comment le club d'Amiens aujourd'hui envisage ces 5, 10, 20 prochaines années, notamment sur l'avenir de la pro, l'avenir du club? Très bonne question, et j'ai profité du confinement pour réécrire le projet de développement du club à 10 ans. Donc, comment on voit l'avenir? Alors, pour nous, déjà, la Pro B, c'est vraiment un moyen de faire parler de nous et mettre de la lumière sur le club, puisque on sait quand même que c'est le sport de haut niveau qui fait davantage parler. Et puis, quand même,
ça nous rapporte aussi des subventions, puisque pour l'instant, on peut les avoir, et ben, on en profite. Maintenant, qu'est-ce qui fait vivre le club au-delà de ça? C'est les activités qu'on propose, c'est la variété des activités qu'on propose. Et donc, là-dessus, donc actuellement, on a deux éducateurs à temps plein. Donc, un éducateur qui est là depuis 97, donc Christophe Harley. Et puis, on a recruté un deuxième éducateur il y a un an, Gauthier Leroy, et qui, lui, justement, est chargé de toute cette partie développement. Donc, il y a déjà un certain nombre d'actions qu'on a réussi à mettre en place, beaucoup plus axées sur le loisir, parce que pour moi aussi, c'est tout ce volet loisir qui permet de faire vivre les clubs. Donc, à la fois, on a mis en place depuis un an des stages multi-activités pendant les vacances qui marchent vraiment très bien. On a vraiment de très bons retours des familles. C'est aussi sur le plan financier, c'est des opérations qui sont très intéressantes. Le milieu scolaire aussi, alors c'est pas très nouveau ce que je vous raconte, mais il faut prendre le temps de le faire. Il y a tout aussi les centres culturels, les centres sociaux qui sont des pistes à développer. Il y a aussi tous les sujets qui sont à la mode du côté des collectivités, le sport santé, le handisport, le sport adapté. Donc, c'est vraiment des pistes. Nous, on essaye d'avoir des activités les plus variées possibles pour développer notre nombre de licenciés et puis aussi pour avoir des ressources financières plus importantes. Donc, voilà. Diversification des activités. C'est une des pistes pour faire vivre les clubs de tennis de table au-delà des suivants. Vous avez commencé par faire monter le club en Pro B et ensuite vous avez diversifié les activités, si j'entends, c'est ça? C'est-à-dire que la montée en Pro B nous a aussi apporté des moyens financiers plus importants qu'on a pu répartir un petit peu comme on le souhaitait. Donc évidemment, une grosse partie pour les joueurs, mais aussi pour d'autres activités. Enfin, moi, j'ai connu les années moroses du club. Il y a une dizaine d'années, on va dire, où on était redescendu en N3. Et ben là, on n'avait plus d'argent. Donc, dans un premier temps, c'est quand même le haut niveau qui nous a permis de nous refaire la prise, on va dire. Donc, mais après, tout le monde peut pas faire du haut niveau. On a aussi la chance d'avoir une mairie qui a cru en notre projet et puis qui nous a accompagnés et voilà. Mais ils ont cru en nous aussi parce qu'on est des gens sérieux, je crois. Bien sûr. Mais j'ai une question là pour la pro, le fonctionnement du club, parce que pour moi là, j'ai l'impression que tu occupes un poste de directeur sportif, de ce que tu décris. Si on veut, on peut dire ça, ouais. Dans l'émission, je parle pas dans l'émission, pour moi, tu occupes un poste de directeur sportif. Le cross des Hauts-de-France te dit, voilà, tu t'occupes de la représentation du sport en France à Rio, super plage, vas-y, éclate-toi. Comment le club fait si tu t'en vas? Elle est crue ma question, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça tient sur le temps que tu as envie de donner au club. Si demain, même si c'est pas prévu, hein, rassurons les joueurs d'Amiens qui regardent, il me semble que c'est pas prévu. Mais si demain, tu as un super poste à l'autre bout du monde qui te fait rêver, j'en sais rien, comment un club, justement, peut assurer une suite si ça arrive? Premièrement, alors, personne n'est irremplaçable. Alors, même si, évidemment, ça peut être difficile quand certaines personnes s'en vont. Hein, je pense évidemment à notre président Denis Châtelain, et à moi aussi, peut-être par la même occasion. Mais on essaye quand même. Alors, évidemment, les choses reposent sur peu de personnes, mais on est quand même structuré. Et puis, c'est ce que j'expliquais avant que l'émission commence, c'est qu'on essaye quand même de sensibiliser un certain nombre de nos bénévoles, notamment les plus jeunes. Alors, les plus jeunes, c'est une vingtaine d'années, mais on a vraiment quelques jeunes qui ont aussi peut-être l'amour du maillot, l'amour du club qu'on a et qui seraient en mesure de reprendre
qui sera en mesure de reprendre les rênes si par hasard ou par malheur, ou voilà, Denis ou moi, on a arrêté. Mais le club d'Amiens, il a une histoire. Il a été créé en 1945. On a été champion de France dans les années 60. Voilà, il y a plein de personnes qui sont passées. Le club d'Amiens, il tient toujours debout avec des hauts et des bas. Mais voilà, on est toujours là. Il y a une question d'Alain qui est assez technique. Vas-y, Darian, vas-y, reprends ta place. Non, mais t'inquiète. Mais je voulais juste être sûr que tout le monde m'entendait comme il faut. C'est un truc hyper important pour moi. Parce que j'ai changé tout mon système pour vous dire, pas plus tard que tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé sur les coups de midi. Et visiblement, je pensais avoir tout calé. Et en fait, pas du tout. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si le son, en tout cas, est suffisant? En tout cas, le mien, parce que le vôtre fonctionne bien. Mais c'est vraiment pour le mien. Est-ce que vous pouvez me mettre un oui, un non, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, un petit message en commentaire, s'il vous plaît. Et après, je vous embête plus avec ça. C'est pas très fort, mais ça va. D'accord, ok. Bon, et ben on va faire avec. Merci Antoine pour ta réponse. Donc je vais reprendre le commentaire de Alain qui te pose une question directement, Arnaud. Alors on me dit toujours pas de son. Ah voilà, décidément. Alors Olivier Mahero raconte des bêtises alors dans ce cas. On entend toujours pas bien. Un peu la voix, mais ça va le faire. D'accord. Alors Arnaud, une question. En parlant pour les clubs en général, quand on nous dit qu'on va essayer d'aider les clubs avec le fonds parlementaire, penses-tu que cela permettra de tenir dans le temps? De quoi s'agit-il? Oui, bah c'est sans doute un dispositif d'aide pour les associations. Alors, je sais pas, c'est vrai qu'il y a plein de dispositifs d'aide qui sont sortis. Alors, certains pour les clubs employeurs, certains pour les plus petits clubs. Non, évidemment, ça suffira pas dans le temps, mais je suis pas sûr d'être très bien placé pour répondre à cette question. C'est évidemment, c'est dur pour tout le monde en ce moment. On ne sait pas quand ça va finir, qu'on va enfin pouvoir rejouer. Non, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Il faut tenir. Je voulais revenir sur un passage que Vin il a commencé à aborder, et notamment sur ta. J'ai changé de micro en fait. Donc, voilà. Donc le tout neuf ne fonctionne pas. Donc en fait, oui, je voulais revenir sur ton activité au sein du club. Donc officiellement, tu es vice-président. Tu es aussi entraîneur. De la pro. Tu es aussi bénévole. Tu es entraîneur de la pro. Alors, on est d'accord. Non, pas entraîneur. Les joueurs, voilà, c'est aussi une spécificité du tennis de table, c'est que les joueurs, on les voit pas beaucoup. Donc entraîneur, non, pas entraîneur. Je suis coach. Je suis sur le banc aux côtés des joueurs le jour des matchs, mais je suis pas leur entraîneur. D'accord. Donc tu es coach. En tout cas, tu es multicarte. Est-ce que tu n'as pas peur en ayant plusieurs facettes de t'éparpiller et de faire moyennement tout bien plutôt que bien faire une seule chose? Est-ce que ça peut pas être un frein, justement, sachant que tu as ton travail aussi à côté, tu n'es pas salarié du club, donc voilà, il y a cette question, et surtout comment tu fais dans ce cas? Je suis quelqu'un d'organisé, donc quand on est un petit peu organisé, on arrive à faire un peu plus de choses, je pense. Non, j'ai pas peur de faire mal des choses. J'ai l'impression que ce que je fais actuellement, alors c'est pas prétentieux, mais j'ai l'impression que les différentes choses que je fais, je le fais bien. Après, il y a aussi un certain nombre de tâches qui sont répétées d'une année sur l'autre, donc forcément, on gagne du temps. Encore une fois, l'organisation peut permettre de gagner du temps. Pour tout l'histoire du coaching de la Pro B, c'est vraiment, c'était pas au programme, quoi. C'est pour tout vous dire. L'an dernier, quand on est monté, le premier match était à Chartres. L'équipe s'est déplacée sans moi parce que j'étais pas le coach de l'équipe. Et puis le premier match à domicile, un quart d'heure avant le match, Denis me dit tu vas t'asseoir sur le banc et tu les coaches. Donc j'hésite un petit peu parce que c'est pas facile. Moi, je connais le tennis de table. C'est pas un problème, mais moi je suis plus avec les jeunes qu'avec des joueurs de niveau mondial.
Donc, j'hésite quelques secondes. Et puis, évidemment, comme je suis un passionné de ping-pong, et je me dis, mais c'est une chance incroyable. Donc, j'ai déjà remercié Denis, mais je le remercie encore de m'avoir offert cette chance. C'est être sur le banc à côté de ces joueurs, et puis avoir des joueurs aussi incroyables, les adversaires en face de moi, et voir des matchs de folie. Enfin, voilà, pour quelqu'un qui est passionné de ping-pong comme moi, c'est vraiment une chance incroyable. Et je continue. Les gens du club me le diront, mais je pense que je continue à faire aussi bien ce que je faisais avant. Mais d'accord, donc concrètement, tu arrives à bien faire tous les jobs. J'essaye. Voilà. Mais est-ce que tu penses que c'est pas un risque d'épuisement pour la suite? Parce qu'on sait justement on sait que pour les clubs justement, c'est que les bénévoles, vu qu'on est en manque de bénévoles dans les clubs, on a tendance à les presser un peu comme des citrons. Voilà, c'est la réalité des clubs. Et très souvent, les bénévoles font un burn-out, tout simplement. Voilà. Ouais, mais j'ai évidemment des moments plus difficiles. Enfin, il y a quelque chose que je fais depuis très longtemps, c'est la composition des équipes pour le week-end. Mais ça, c'est épuisant, puisque encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un d'organisé. Donc moi, généralement, les équipes, le lundi ou le mardi, avant le week-end, elles sont prêtes. Et puis quand je reçois un coup de fil le vendredi soir ou le samedi midi pour me dire qu'on ne peut pas jouer, évidemment, ça m'énerve et ça m'épuise. Et donc, pour compléter pour répondre à la question que tu poses, les bénévoles, ils sont épuisés quand ça va mal. Là, il y a 7 ans, il y a 10 ans, oui, j'étais fatigué, j'en avais marre, puisqu'il n'y avait que des galères, sportivement, ça n'allait pas, on avait moins de licenciés. En ce moment, tout va bien. Tout va bien. On est en ce moment à 210 licenciés. Notre équipe, elle est en Pro B, elle est en haut du tableau. On a 2 éducateurs sportifs, on a des jeunes dans la salle. Alors, évidemment, je vous parle avant Covid. Tu es numéro 5 du club encore. Tu es numéro 5 du club. Ouais, en plus, je joue, c'est vrai. C'est vrai, je joue. Donc, une casquette en plus. Une casquette en plus. Et justement, ouais. le joueur, le Arnaud Cellier, il préfère être joueur ou il préfère être bénévole? Je préfère être joueur, c'est évident. Enfin, moi, j'adore jouer, j'adore m'entraîner. Les gens, s'il y a des gens de la région Hauts-de-France, ils me voient régulièrement dans les tournois. Moi, j'aime jouer et j'aime le club. Et à un moment donné, je me suis dit que je pouvais mettre mes compétences au service du club, et c'est pour ça que je suis encore là. Mais oui, j'aime bien tout faire. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est facile tous les jours, et que parfois, quand j'arrive à la table et puis que ça ne s'est pas bien passé la semaine, et ben, je n'ai pas complètement l'esprit à ce que je fais. Mais c'est pas grave. Il y a Antoine Huon qui te... Vas-y, peut-être tu voulais lire le commentaire de Antoine, qui voulait rebondir sur les performances de Arnaud. Sur le fait que justement, avec l'organisation, tu arrives à tout faire. Il y a Antoine qui aimait quand même le fait que tu gagnes peut-être un peu moins de matchs en M3, mais bon, ça s'arrête là. J'en gagne toujours plus que lui, donc tout va bien. Allez, tu es quand même un joueur régulier. En 10 ans, tu as perdu 100 points. Ça va. C'est pas mal. C'est 10 points par an, c'est une dérive. C'est une dérive par an. Il perd la dérive. C'est pas mal quand même. Donc, et aujourd'hui, je regarde, tu es quand même numéro 618. Mais, d'ailleurs, je veux juste profiter de ce que vient de dire Arnaud pour faire un témoignage. Et je pense qu'il y a Olive Mayro qui a dit un peu pareil pour le coaching. Ma pire mission en tant qu'entraîneur de ping, c'est m'occuper du championnat par équipe. Ouais, c'est en fait l'organisation des compos. Je vous le dis, tous les joueurs qui jouent en championnat, pour ceux qui ça arrive, arrêtez de vous décommander la veille, s'il vous plaît. Non, en fait, c'est vraiment la mission peut-être une des plus ingrates, et je trouve ça, honnêtement, que ce soit fait par des bénévoles ou des salariés, mais c'est assez compliqué comme mission, et c'est peut-être la moins valorisante et la plus chronophage en plus de ça, de s'occuper du championnat par équipe. Donc, je sais du coup d'expérience que ça prend du temps pour une équipe. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient
par rapport à tout ça. Est-ce que justement, avec cette conscience, parce que ce que disait Dragan sur les bénévoles, c'est quelque chose que je partage. Il y en a de moins en moins et on leur demande de plus en plus de choses. Et c'est là où je dis pas que je suis d'accord avec cette phrase universelle qui est de dire tout le monde est irremplaçable. Mais le fait est que les bénévoles aujourd'hui dans les clubs sont et se rendent pour certains et sont pour d'autres de moins en moins remplaçables parce qu'ils accumulent beaucoup de fonctions et en fait finalement s'ils arrêtent, il y a des forces, il y a un ensemble de forces vives et de missions indispensables au club, avec des compétences qui vont avec, qui sont réunies en une seule personne qui est bénévole. Donc c'est pour ça que le fait qu'ils ne soient pas indispensables, oui, mais ils en sont pas loin quand même, pour certains. Et la question, Vince, du coup? La question, est-ce que tu prépares aujourd'hui ou est-ce que tu as envie de préparer la suite avec certaines personnes, justement? Est-ce que demain, tu serais prêt à refiler le banc de la Pro B si quelqu'un était compétent pour le faire et même bénévole? Est-ce que tu refilerais dès demain la gestion du championnat par équipe si quelqu'un te semble prêt à le faire? Ou est-ce que ça te tient à cœur de continuer à faire toutes ces missions-là? Donc, est-ce que dans tes prérogatives, tu as une prérogative de préparer l'avenir également? J'ai un peu de cheveux blancs, mais je suis encore là. Hein. Je suis encore là. Oui, bien sûr. Oui, non, mais évidemment, on y pense. Maintenant, tant qu'on est là, c'est quand même, ça reste quand même difficile de préparer la suite. Et puis après, c'est vrai que je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le fait de répéter un certain nombre de choses, finalement, on finit pour certaines missions à aller assez vite. Et donc, si ça va plus vite de le faire soi-même que de le donner à quelqu'un, on continue à le faire. Alors, c'est sans doute une erreur. Mais oui, il faut. C'est vrai que c'est quand même important de réussir à déléguer un certain nombre de choses pour que le fonctionnement du club il soit réparti sur plus de personnes. Et au moins, si une s'en va, on. Alors, justement, comment ça rentre dans ton organisation? Est-ce que ça devrait pas être prioritaire, même par rapport à gérer le quotidien urgent? Est-ce que ça ne serait pas une piste que tous les clubs devraient faire dès aujourd'hui, avant de penser haut niveau, avant de penser structure du club, essayer déjà de penser à demain et faire en sorte que le club existe? Est-ce qu'aujourd'hui on en est arrivé là, justement? Est-ce que ce ne serait pas ça la clé pour que les clubs survivent, en fait? Si, tu as raison. Tu as raison, évidemment que c'est une chose prioritaire. Le problème, c'est que quand on doit gérer un club, des priorités, il y en a toutes les semaines qui tombent sur la table. Et donc, on commence par faire les choses qui sont très urgentes. Et puis, évidemment, faire de la prospective sur l'avenir. Et oui, on y pense, mais malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Alors, en ce moment, on est dans une période où il y a un petit peu moins d'urgence, il y a un petit peu moins de choses à faire. Mais sur un fonctionnement habituel, toutes les semaines, il y a une compète, toutes les semaines, il y a des dossiers de subvention, toutes les semaines, il y a des rendez-vous avec je ne sais pas qui. Donc, il faudra le faire, évidemment. Évidemment qu'il faudrait former des jeunes, motiver des jeunes à reprendre le flambeau, évidemment, mais on le fait pas. Est-ce que je peux interagir? Il y a des commentaires vachement intéressants. Déjà, celui d'Alain qui dit c'est souvent dû au fait que les clubs ne peuvent pas avoir de salariés ou juste un commentaire de Alain. Alors oui, là en l'occurrence, c'était même pas le sujet d'avoir ou pas des salariés, c'était plutôt que d'avoir 10 bénévoles qui font l'ensemble des tâches, c'est en général 2, 3 bénévoles et en fait ça réduit d'année en année. Mon constat, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de bénévoles qui font de plus en plus de choses. C'est mon impression aujourd'hui. Ouais, alors c'est une impression, mais pour travailler aussi au CROSS sur le sujet du bénévolat, les études finalement, elles montrent pas vraiment ça. Hein. Le nombre de bénévoles, on a l'impression qu'il diminue, qu'il y en a moins, mais la réalité, c'est pas vraiment ça. Il y en a tout le temps. Hein. Il y en a tout le temps. Donc c'est pour ça que je vous disais, personne n'est remplaçable. L'être humain, il a peur du vide. Donc quand il y a une place vide, il y a quelqu'un qui vient la prendre. Hein. Alors après, elle fait mieux ou moins bien les choses, mais en fait, est-ce que justement, parce que Alain dit aussi les clubs qui se portent bien, c'est le fait d'avoir de bons bénévoles. Bon, je pense que oui, mais qu'en même temps, s'il y a
c'est d'avoir des bonnes forces vives, que ce soit des bénévoles, des salariés, des joueurs, peu importe, mais quand on a de bonnes forces vives, ça marche en général plutôt bien. Mais est-ce que justement la force d'un bénévole, c'est pas de se rendre compte à un moment, quand il centralise beaucoup de choses, que c'est le moment pour lui de commencer à former au cas où? Peut-être que c'est ça un bon bénévole. Tu viserais pas quelqu'un parmi tous les trois, hein, excepté moi, du coup, Vince. Ah, mais tu parles d'Arnaud qui concentrerait trop de force, en fait, ce serait ça. Donc, on va le taquiner un peu quand même. On va le taquiner un peu. Est-ce que c'est pas dangereux quand même pour un club pro d'avoir une personne qui concentre autant de... Et je mets Denis Châtelain, ton président, avec, qui concentre autant de pouvoir et autant de tâches à faire. Est-ce que ça, c'est pas dangereux? Parce qu'il peut arriver n'importe quoi, tu as le Covid, tu es absent pendant une semaine, tu es en vacances, il y a la vie, quoi. Justement. Mais comment tu l'organises au quotidien, ça? Comment, justement, est-ce que c'est un fonctionnement qui, tu te dis, bah, tant qu'on est là, ça fonctionne bien, mais est-ce que quelles actions, pour que d'autres clubs puissent s'en inspirer, et également d'autres clubs pro, quelles actions vous avez mis en place au quotidien pour dire, bah, aujourd'hui, je faisais A, et ben demain, je vais pouvoir transmettre A à quelqu'un d'autre. Quelles actions concrètes, quels outils tu pourrais utiliser pour faire ça? Quelles actions concrètes au sein du club tu as mis en place? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment mis des choses pour transmettre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même nos instances de concertation. Alors, le comité directeur qui se réunit 3-4 fois dans l'année, voire plus si besoin, si on organise un événement important. C'est vrai qu'on a souvent essayé de refiler alors refiler, le terme n'est pas très joli, certains dossiers, je pense à notre lettre d'information, je pense à notre site internet, je pense à nos montages vidéo qui sont faits par Denis Châtelain. Et quand on dit mais qui veut s'y coller, ben malheureusement il n'y a pas grand monde qui lève la main. Et donc tant que personne lève la main, c'est difficile. Enfin, pour reprendre mon exemple, moi, au sein du club, quand je suis arrivé, mais j'ai jamais demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire. Je me suis dit, OK, ça marche pas. Je pense que je peux peut-être faire mieux et je vais le faire. Il faut aussi que ça vienne des bonnes volontés des uns et des autres. Et se dire, ben, moi, j'ai des compétences dans tel domaine et je pourrais vous filer un coup de main. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de demande, enfin qu'il n'y ait pas de retour positif? C'est un manque de compétences, un manque d'envie de la part des adhérents qui pourraient... Moi, c'est ce que je pense profondément, hein, pour le voir régulièrement. Aujourd'hui, on a quand même une catégorie d'adhérents qui est plus d'adhérents consommateurs que d'adhérents bénévoles. Il faut vraiment le voir comme ça. Et le bénévolat il y a 15 ans n'est plus le bénévolat d'aujourd'hui aussi. Non, ça a évolué un petit peu. Après, moi, je suis sûr que, je vous répète, on a 200 adhérents à la STT. Je suis sûr qu'on a quand même des compétences dans ces 200 personnes. Maintenant, on nous a répondu plusieurs fois, mais pourquoi tu veux que je le fasse à ta place? Tu le fais tellement bien. Et on a déjà répondu ça à Denis sur certains dossiers, et ça m'est arrivé aussi qu'on me réponde ça. Donc, mis à part le lâcher complètement, voilà. Et donc, on continue. Et c'est pas la bonne solution, je suis d'accord avec vous. Est-ce que tu penses qu'il faudrait, par exemple, offrir la licence, avoir une contrepartie financière, ou en nature, mais ça revient au même, pour justement responsabiliser aussi la personne qui pourrait prendre un poste de communication, un poste, peu importe le poste, mais une tâche, mais qui s'y tienne pendant une année? Parce que je rebondis sur le commentaire de Julien Frodo du Nice Cabigal. Il dit oui, c'est dangereux, mais il y a parfois des personnes qui au début disent oui, je vais aider, mais quand la situation se présente, il n'y a plus personne. C'est vrai. C'est vrai, il faut avoir des personnes de confiance, ouais. Mais on ne le sait pas toujours avant que c'est une personne de confiance ou pas. Mais en fait, ce que vient de dire Arnaud, c'est une des grandes questions que je me pose, c'est justement, et de toute façon c'est un problème presque insoluble, mais c'est tant que tu le fais bien, personne ne va le faire, évidemment. Enfin, je veux dire, on va dire, bah voilà, tu le fais bien, donc continue.
Et attends, comment tu as tourné ça? Parce que je trouvais la phrase géniale et c'est justement ce qui explique le bénévolat aujourd'hui, c'est qu'on attend que la personne qui l'a toujours bien fait, on attend que la personne arrête avant que qui que ce soit d'autre s'y mette. Et le problème, c'est que quand les gens s'y mettent dans ces conditions-là, en général, comme tu dis, c'est celui qui lève, enfin, comme là, c'est ce qu'a écrit Lagdar, c'est que on remplace pas forcément la compétence. C'est quelqu'un qui va le faire parfois un peu sous la contrainte. C'est des fois des bénévoles qui remplacent qui durent très peu de temps parce qu'ils se rendent compte de la charge de travail et c'est juste insurmontable. C'est pas l'idée qu'ils avaient de leur bénévolat à eux. C'est un bénévolat peut-être un peu moins engagé. Et on attend, j'ai l'impression toujours que les meilleurs bénévoles parfois arrêtent avant de se dire oula, mais en fait, ils faisaient tout ça, comment on fait? Et en fait, justement, c'est un peu. Pour moi, pour ceux qui me connaissent là et qui savent un peu ce que je pense de tout ça, t'es presque le bénévole héros qui, justement, est compétent en plus. Et qui est là, qui se débrouille bien, avec compétence. Et il vaut mieux ça quand même. Est-ce qu'il vaut mieux ça quand même? Et tant que tu es là, tout va bien. Et moi, c'est la peur. Les clubs qui réussissent, c'est parce qu'en effet, il y a alors 2, 3, 5, 10 personnes qui mettent toute leur énergie. Mais c'est comme ça. Et puis quand le club va moins bien, c'est en effet parce qu'ils partent. Après, oui, professionnaliser les clubs, évidemment, ça serait parfait d'avoir un directeur sportif, un entraîneur, un ceci, un cela. Mais les clubs de tennis de table, ils sont pas en moyen de faire ça. Tant qu'ils n'auront pas 500 licenciés des clubs et puis qu'ils feront des. Donc c'est un problème. Donc c'est un problème financier pour toi? Je suis pas sûr que ce soit que un problème financier. Non, mais la question pour Arnaud, c'est un problème financier. Avec plus de moyens, on peut éventuellement acheter des compétences professionnelles. Mais bon, le tennis de table, il n'en est pas à ce niveau. Il y a quelques clubs en France qui peuvent se permettre, mais c'est tout. Il y a Aurélien Lénier qui résume un peu l'état d'esprit, mais apparemment, il y a quelqu'un qui serait meilleur que toi. Vraiment. Voilà. Il dit seul Chuck Norris pourrait faire mieux qu'Arnaud, et encore, c'est pas sûr. Est-ce que tu penses que Chuck Norris ferait mieux que toi? Je connais pas ses compétences en tennis de table. Non, c'est de Bruno tout à l'heure qui était intéressante. De Bruno qui disait la question est aussi de savoir si les éducateurs professionnels sont formés à autre chose que l'entraînement. Et ont-ils les capacités à se projeter sur plusieurs années dans un projet de club, entre montage de dossiers, subventions, parrainage? Il faut bien que les passionnés bénévoles continuent à porter les projets. Ouais, ça va un petit peu avec ce que je disais avant. Ouais, avoir des professionnels, oui, ça peut aider, qui s'investissent dans le projet, qui donnent un coup de main. Après, les formations des entraîneurs, ils ont aussi évolué avec le temps. C'est vrai qu'il y a 10 ans ou 20 ans, c'était des entraîneurs qu'on formait. Après, on a formé des agents de développement. Voilà, maintenant, un entraîneur, c'est pour entraîner, quoi. Sinon, d'ailleurs, c'est un peu la grande question pour répondre, parce que je l'ai fait le DEGEPS du coup en 2014-2016. Le DEGEPS, on apprend une partie sur l'entraînement et sur ce qui se passe dans la salle, et l'autre sur plutôt le projet, justement, de s'intéresser aux subventions. Donc oui, c'est vu aux formations d'entraîneurs, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont la fibre entraînement sportif, mais qui n'ont pas forcément la fibre projet, parce qu'il faut en avoir envie aussi de mener des projets. C'est quelque chose qui, pour certains entraîneurs ping, c'est pas du tout leur dada. Et la deuxième chose, c'est un petit peu ce que toi, tu arrives à bien faire aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à beaucoup d'entraîneurs salariés. Et il y a des entraîneurs salariés qui n'aiment pas du tout cette fonction-là de couteau suisse. C'est qu'un entraîneur, parfois, on lui demande un peu de faire tout et rien. Et c'est vrai que... Vince, excuse. Vince, je te coupe, excuse-moi. Parce que l'émission se déroule, ça fait déjà un peu plus de 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Et j'ai raté les 20 premières minutes sans son, mais je vous entendais. Et avant de passer à la prochaine rubrique, je voulais prendre 2 commentaires. Le premier, il est de Christine Loirion, salut Christine, et de Nathalie Molin. Je les lis à la suite, et si tu peux revenir sur ça. Combien de clubs, donc pour Christine, combien de clubs ont réellement un projet identifié? Et de la part de Nathanaël, la formation, un vaste sujet.
Aujourd'hui, la plupart des entraîneurs n'entraînent plus vraiment. Ce sont des gestionnaires de clubs pour la plupart. Tu te considères entraîneur ou gestionnaire? Alors moi, je suis gestionnaire, c'est sûr. Enfin, déjà, C'est pas péjoratif, hein. Non. Mais moi, alors, on peut faire le lien avec la question du projet. Nous, le projet à Amiens, c'est de faire vivre, et si possible, faire bien vivre le club le plus longtemps possible, et proposer un maximum d'actions, avoir un maximum de licenciés, être dynamique. Et ce projet, il passe par la Pro B, mais il passe par plein d'autres choses. Et donc, ça veut dire que la formation en tant que telle, c'est pas forcément une priorité. Alors évidemment, on aimerait bien former des très bons jeunes à Amiens, parce que c'est l'un de nos points faibles, mais c'est pas forcément ça qui permettra de faire vivre le club à très long terme. Ce qui permettra de faire vivre le club à très long terme, c'est d'avoir tous les ans 100 gamins dans la salle ou 150 gamins dans la salle. Et voilà, parce que former un joueur, évidemment, il faut y passer beaucoup de temps, il faut faire de l'individuel, et ça coûte plus que ça rapporte. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est très bien de le faire, mais ce n'est pas forcément ça qui fait vivre et perdurer le club dans le temps. Il est clair que faire de l'individuel, c'est pas rentable. À l'échelle du club. Ça, c'est les volontés de chaque club. Évidemment, c'est très, très valorisant. Voilà, pour Nathanaël à Metz, voilà ce qu'il fait au quotidien, c'est top. C'est top. Répondre à Nathanaël, parce que ce que dit Nathanaël, c'est sur les entraîneurs club en général, mais pour moi, le problème un petit peu des entraîneurs de club en général, c'est que parce que je suis assez d'accord avec ce que dit Nathanaël, justement, c'est que les entraîneurs de club portent avant, il y avait plus de bénévolat, et en fait, les entraîneurs de club salariés portent les missions qu'avant portaient des bénévoles, qui c'est justement un peu de gestion, un peu de ça, un peu de remplir tel dossier, un peu machin, et un peu moins d'entraînement. Et en fait, l'entraîneur de club est plus un salarié global du club qui va gérer d'autres choses que l'entraînement et que la table et ce qui se passe à la table. Et c'est, je pense, justement, les choses sont liées. Il y a un petit peu moins de temps de bénévoles. Donc, quand on a un salarié, on lui demande de faire des tâches que faisaient avant des bénévoles. Pour moi, c'est ça qui se passe. Je vous propose, les amis, on va continuer l'émission. On a encore plein de sujets, mais on va aller surfer un peu sur un sujet un peu plus cool. On va passer à la minute de l'invité, et notamment avec un petit jeu de la part de Vince. Allez, c'est parti. Alors, Vince, est-ce que tu peux expliquer un peu les règles à Arnaud et lui expliquer ce qui va arriver? Il a une pression de dingue. Hein. Je pense que s'il ne répond pas, ou il répond à côté, il craint pas la pression. Oui, il est solide, Arnaud. Il est solide, c'est vrai. Bon, il fera moins le fier après tes questions tellement recherchées, et ça c'est sûr. Voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu le jeu? Oui, bien sûr. Je te pose 6 questions en 1 minute, et tu dois répondre aux questions, et ensuite tu pourras justifier ton choix du choix des réponses après les minutes. Il y en a qui concernent le tennis de table, d'autres pas trop. C'est ça. Allez, ok. Let's go, quand tu veux. Allez, c'est parti. Quand il veut bien. Voilà. Alors, est-ce que tu es plutôt Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Non, okay, Mbappé. Ah, il répond à côté. Ah ouais. Je justifierai après. Quel joueur rêverais-tu de voir jouer à Amiens? Tennis de table. Akudzu. Ok. Est-ce que tu es plutôt Tour Eiffel ou cathédrale Notre-Dame d'Amiens? Cathédrale d'Amiens. Je suis très attaché à mes racines, donc sans hésitation. Voilà. Est-ce que tu préférerais voir un match de NBA ou de NFL? NBA. Quel est le plus doué entre Simon Gauzy et Grégoire Jean?
C'est pas sympa pour Gauzy et Grégoire, évidemment. Ok. Et dernière question pour un pronostic. Est-ce que Amiens peut être vainqueur Pro B cette année? Non. Ok. Bah, du coup, pour Unibet, merci. C'est le pronostic d'Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, justement, Arnaud, est-ce que tu peux te justifier pourquoi Neymar? Parce que pendant des années, j'ai pas regardé le foot. J'ai arrêté de regarder le foot et en fait, mon plus grand fils, il est devenu fan du PSG par l'intermédiaire aussi de son grand-père. Et donc maintenant, on se tape depuis 10 ans tous les matchs du PSG. On n'en rate quasiment pas un. Et donc voilà, je me suis remis au foot. Et donc, ouais, le PSG évidemment. D'accord. On va passer au coup de cœur. Allez, c'est parti. Ouais, allez. Alors Arnaud, tu vas nous raconter ton coup de cœur. Et je dois dire, quand tu m'as envoyé ton coup de cœur, je me suis dit, bah ouais, ça lui correspond totalement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton coup de cœur? Ouais, bah, alors finalement c'est très redondant avec tout ce qu'on a dit avant, mais c'est tous ces bénévoles qui font vivre alors les clubs de tennis de table en particulier. Alors je voyais tout à l'heure là dans certains commentaires, changer Arnaud à Amiens, etc. Donc déjà voilà, un coup de chapeau tout particulier à Denis Châtelain qui a repris la présidence du club il y a 7 ans. Et puis si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui, avec tout le temps et toute l'énergie qu'il met dans la vie du club. Un petit mot aussi, on a souvent l'impression que c'est plus facile entre guillemets d'être bénévole dans un grand club que dans un petit club entre guillemets. Pour moi c'est pareil, c'est des problématiques qui sont identiques au quotidien, c'est des soucis qui sont quotidiens. Et moi, finalement, je mets un peu tout le monde, tout le monde dans le même bateau. C'est pas plus difficile ou plus facile selon la taille du club. Le bénévolat, c'est quelque chose qui te touche intimement? C'est une partie intégrante de ta vie? C'est une partie de ton moteur? Ouais, c'est ce qui me passionne au quotidien, quoi, ce qui occupe mon esprit très très souvent. Et c'est vrai qu'on a un média local à Amiens qui s'appelle Gazette Sport, qui a fait un portrait sur les bénévoles il y a peut-être un an, où il s'intéressait aux familles de bénévoles. Et c'est pareil, il m'avait contacté, ça m'avait fait très plaisir. Mais c'est vrai que, évidemment, je mettrais mon père en premier, qui m'a emmené dans la plupart des salles de France quand j'étais plus jeune, et c'était une forme de bénévolat. Je parlerai mon fils, mon plus grand là, qui vient de rentrer au comité directeur du club, donc évidemment ça fait très plaisir. Je pense à ma femme que j'embête régulièrement, alors qui n'est pas du tout élue au club, mais que j'embête pour aller faire les courses pour la Pro B, que j'embête pour faire des gâteaux quand on a des rencontres de Pro B à domicile, qui me supporte aussi au quotidien, voilà, et tous mes petits tracas aussi du quotidien. Je pense aussi à mes parents qui viennent faire la buvette sur les matchs de Pro B à domicile. Je pense, alors pareil, pour la petite histoire, je pense aussi à mon beau-frère, qui initialement n'était pas mon beau-frère, mais était juste un entraîneur de la STT, mais ça lui a permis de rencontrer ma sœur et de se marier avec elle, et qui est actuellement, qui est aussi le trésorier du club. Donc, le bénévolat, c'est un petit peu une histoire de famille. D'accord, ok. D'accord. Vince, ton coup de cœur? Bah, je ne sais pas s'il regarde encore Olive, mais en fait, ça a démarré de justement ce qui a été le plus médiatisé, en tout cas, c'est Olive Mayro avec Nice, qui commence à sortir des tables pour continuer le tennis de table, et qui a été suivi par beaucoup de clubs qui l'ont fait aujourd'hui, enfin beaucoup,
Pas beaucoup, mais il y en a plusieurs. J'en ai noté quelques-uns. On va être un peu chauvin, on va parler du Monkey Pong à Lyon. Du côté de Saint-Cyr, il y a eu donc le Nice Cavigal, il y a l'US Brandping du côté de Bordeaux. J'ai vu passer ça aussi. J'ai vu passer une action du Malloz tennis de table en Tarn-et-Garonne, côté Toulouse, il me semble, là-bas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui te touche, Vince? C'est quelque chose qui te touche? En fait, c'est mon coup de cœur et ça rejoint. On a répondu sans répondre à ce que disait Christine tout à l'heure, combien de clubs ont réellement un projet identifié. Mais en fait, mon coup de cœur, c'est ces clubs justement qui sont dit, allez, on va trouver des solutions pour que les gens puissent jouer. Et Léon, on va jusqu'à sortir les tables et puis on verra, on essaye. Et en fait, moi, c'est mon coup de cœur justement de voir des clubs qui essayent des choses, même dans des situations comme celle-ci, pour continuer à jouer. Alors évidemment, c'est moins possible à Lille ou à Amiens qu'à Nice. Donc, bon, il y a un facteur géographique qui malheureusement est pas forcément juste pour tout le monde, mais quand on peut le faire, je trouve ça bien qu'on le fasse. Et ça rejoint justement la question de Christine, et combien de clubs ont des projets identifiés, un peu sous-jacents, combien vont chercher un peu plus loin pour voir comment on peut trouver des solutions. Et moi, ce serait mon coup de cœur du moment. D'accord. Moi, j'ai un coup de cœur, ou plutôt un coup de gueule. Voilà, mais aussi un coup de cœur pour mes amis véganes. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis les côtes de porc. Figurez-vous qu'on a une métropole à Lyon et le maire de Lyon qui sont passés écologistes aux dernières élections. Donc pourquoi pas, ça permet du changement. Et ils ont décrété que la viande était désormais interdite dans toutes les cantines scolaires. Voilà, et je trouve ça juste honteux, parce que la viande, ça fait partie de notre culture, alors il faut en manger raisonnablement. Mais de là à supprimer totalement la viande, les enfants vont bientôt bouffer du tofu. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et en même temps, je voulais mettre cette belle photo pour envoyer tout mon amour à tous mes amis véganes. Voilà, et leur dire que la viande, ça fait aussi partie de la vie. Voilà. Voilà pour mon petit commentaire. Ça n'a rien à voir avec le ping-pong, mais voilà, c'est... Voilà. Mais l'alimentation, je rebondis sur ça, mais... moi, ça m'a touché. Enfin, tu vois, par exemple, là, on va sortir un peu du ping, mais que les enfants, ils n'aient plus de viande dans leur assiette, je trouve ça un peu sectaire, si tu veux. Je trouve ça vraiment sectaire, pour le coup. Qu'est-ce que tu en penses, Vince? Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud? Tu veux vraiment que je te dise ce que j'en pense ou pas? Ben vas-y, il n'y a pas de problème, on est ouvert. Pour être tout à fait franc, je transite doucement vers le végétarisme à mon rythme. Moi, je continue quand même à manger de la viande, mais un petit peu beaucoup moins qu'avant et petit à petit. Et j'avoue que je trouve pas ça bien de l'imposer dans les cantines. Je suis assez d'accord avec toi et je suis de toute façon pas fan de la politique à Lyon en ce moment du tout. Mais en même temps, je pense qu'il y a une conscience globale à avoir sur ce sujet-là et on est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça que je dis manger de la viande raisonnablement et voilà. Arnaud sait que tu pourrais manger des raclettes tous les soirs. Mais les raclettes, c'est pas de la viande. Hein. Arnaud, au niveau de l'alimentation, c'est quelque chose que tu regardes pour les joueurs pro? Ou ils se gèrent eux-mêmes? Non. Comment dire? Ils sont professionnels. Tout à l'heure, je disais, je suis pas leur entraîneur. Ils sont professionnels, c'est leur métier, donc ils se débrouillent pour s'entraîner, ils se débrouillent pour bien manger. Nous, ce qu'on leur demande, c'est d'être prêts le jour du match. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils sont prêts. Alors, juste à la petite anecdote, entre guillemets, c'est qu'évidemment, en ce moment, quand on se déplace, c'est un petit peu compliqué de trouver à manger, de trouver à dormir. Et donc, je fais aussi toute la réservation des repas en trouvant les restaurants qui vont pouvoir nous trouver des bonnes choses. Et donc, avec moi, ils mangent toujours des pâtes. Et la deuxième anecdote, donc ça va sûrement faire rire Antoine Huon qui va écouter, parce que je suis allé plusieurs fois sur les compètes nationales avec des jeunes et ils n'avaient pas le droit de manger des frites
Et donc, à chaque fois qu'on arrivait à la cafette, des pâtes et du riz, et ils me le ressortent sans arrêt, qu'ils n'avaient pas le droit de manger des frites quand ils étaient petits. Donc, c'est voilà. ce qu'il dit, le nombre de fois on ne pouvait pas prendre de frites aux interclubs nationaux. C'est ça. Il l'a mis avant que tu dises ça. C'est juste avant, il l'a mis. Évidemment, ça les a marqués. Alors, on va passer au mot de la fin, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Arnaud, voilà, il nous reste encore 5-10 minutes d'émission. C'est passé super vite et comme d'habitude, je pense qu'on aurait pu faire 2, 3, 4 heures parce que déjà tu as dit des choses passionnantes et qui concernent tout le monde, pas spécialement les clubs pro, donc il y a une partie pro, mais aussi à l'échelle d'un club en général. Voilà, la rubrique le mot de la fin, c'est carte blanche. Tu dis ce que tu veux, tu as un message à faire passer, voilà, carte blanche. Alors, ouais, je l'ai dit en introduction, mais je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Je suis quelqu'un de plutôt discret, qui ne parle pas beaucoup, donc c'était un exercice un petit peu stressant pour moi de devoir vous parler pendant 1 heure. Mais où je suis très content, c'est que je me dis que voilà, on n'a pas toujours besoin de crier fort pour être entendu. Voilà, si vous avez pensé à moi, c'est sans doute que le club d'Amiens fait parler de lui en bien. Et donc moi, je suis ravi quand on parle en bien du club d'Amiens. C'est notre travail au quotidien d'essayer de diffuser une image positive et dynamique. Et le fait d'avoir été mis un petit peu en lumière, et ben voilà, ça fait plaisir. On parlait tout à l'heure encore une fois, pour revenir sur les bénévoles. Tout à l'heure, tu disais il faudrait payer la cotise aux bénévoles ou il faudrait faire je ne sais quoi. Les bénévoles, ils attendent de la reconnaissance. Voilà, ça suffit en fait d'être reconnu de temps en temps, d'être remercié, d'être félicité. Et ben ça remet un coup de boost. Ouais, c'est bon. Et je t'ai posé tout à l'heure la question, donc ça ne sera pas une surprise pour toi. J'ai cherché des informations auprès de tes proches. C'est assez difficile d'en avoir. Il y a eu comme un blocus. Mais aussi, tu es quelqu'un de très discret. La preuve, tu n'as pas de photos sur ton profil Facebook. Pour toi, la discrétion, c'est compatible avec l'action? Parce que pourtant, tu fais beaucoup de choses. On est revenu longuement dessus. Mais est-ce qu'il faut être à ton niveau, parce que tu es au niveau professionnel aussi, est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas être quand même un petit peu plus dans la lumière pour que les personnes, elles puissent aussi s'inspirer de ce que tu fais? Parce que si tu n'es pas visible, les personnes ne peuvent pas forcément voir ce que tu fais. Vous m'avez trouvé, donc ça veut dire que je suis forcément un petit peu visible. Pour moi, on prouve ce qu'on est par les actions qu'on met en œuvre et pas par ce qu'on dit. Je répète, c'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison, ou qui est mieux ou qui est plus compétent que les autres. Celui qui est compétent, c'est celui qui fait des choses, c'est celui qui fait avancer les choses. Et voilà, pour reprendre notre binôme avec Denis, ça correspond très bien. On fait les choses au quotidien pour le bien collectif. Nous, notre dada, c'est le club d'Amiens. Et puis un petit peu aussi au sens plus large du tennis de table, mais c'est pour ça qu'on œuvre au quotidien, pour faire progresser le club. Et je répète, diffuser une image dynamique, positive. Et voilà. Et après, on n'a pas besoin d'aller crier sur les toits. Ça se voit ce qu'on fait. Ça se voit. Après. Comment? Oui, juste pour conclure, enfin, je n'ai pas fait une étude sur les pages Facebook des différents clubs pro, mais sur notre page Facebook, on est à plus de 3000 abonnés, ce qui me semble être quand même un chiffre intéressant pour un club de tennis de table. Donc on communique sur les actions du club, mais pas sur les personnes. Comment tu te vois dans quelques années? Dans 3 ans, par exemple, 3 à 5 ans. J'ai pris mes fonctions au club, donc je vous ai dit, je suis rentré au comité directeur, je pense en 2004 ou 2005, je pense, de mémoire. Je répète qu'on est dans une période faste,
En ce moment, franchement, c'est que du bonus. On profite un maximum de ce qui nous arrive. Alors, on l'a mérité, hein, c'est pas le problème. Ce qui sera dur, c'est comme toujours, c'est la descente. Il y a un jour où ça ira moins bien. Donc, est-ce que quand ça ira moins bien, j'aurai encore la force de me remettre au travail, de relancer des nouvelles choses pour continuer? Je sais pas, je peux pas vous dire. Ton envie est liée aux performances, donc du coup, ton envie de continuer, elle est liée aux performances? Non, mon envie de continuer, elle est liée à la vie du club et à la dynamique du club, à ce qui se passe au sein du club. La Pro B, c'est un moyen. Franchement, je répète, ce qu'on vit en ce moment, c'est extraordinaire. Pour quelqu'un qui aime le club, c'est super. Maintenant, on sait très bien que ça ne va pas durer éternellement. Enfin, si ça dure éternellement, tant mieux. Mais il y aura des jours plus sombres. Quand je disais performance, c'était plus dynamique du club. Tu l'as bien. Demain, le club, il retombe à 50 adhérents. Scénario catastrophe. L'envie sera toujours là. 50 adhérents, je vais mal le prendre, je pense. On a quand même deux éducateurs. J'ai grossi le trait. Hein, ça serait un échec. Donc après, quand on échoue, il faut peut-être aussi savoir partir. Ça rejoint tout ce qu'on a dit avant. Tant qu'on réussit, à la limite, on peut poursuivre notre action. Si ce qu'on fait ne marche plus, c'est sans doute là qu'il faut passer la main. D'accord. Ben, merci pour ton partage. Je te remercie vraiment parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Et toutes les éloges qu'on a pu me faire quand même sur toi, parce qu'il y en a eu, elles sont vérifiées. On avait parlé un petit peu avant et ça fait du bien de voir ces profils de l'ombre. Qu'est-ce qui disait ça? C'était Alain, justement. Merci Alain de nous avoir mis en contact justement avec Arnaud et qui nous dit une émission qui a permis de mettre un personnage de l'ombre en avant. Ça résume un peu qui tu es et ce que tu fais. Un petit mot pour la semaine prochaine, les amis. Donc vendredi prochain, nouvelle émission, toujours le vendredi à 19h. Mais avant ça, bon, génial, vous voyez, ça c'est ma deuxième caméra. Il fallait qu'il y ait un petit quelque chose. Voilà. Donc, la semaine prochaine, toujours pareil, rendez-vous à 19h pour une nouvelle émission. Mais avant ça, abonnez-vous sur le groupe T'es un vrai pongiste aussi et sur la page 100% Ping. On a un objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici quelques jours. Ça va être un peu juste pour le mois de février, mais d'ici les 15 de mars, ça devrait aller. Voilà. Il nous manque encore 500 abonnés. Voilà, on fait ça bénévolement avec Vince, c'est pour parler de ping, échanger de ping, partager notre passion avec tout le monde. Et voilà, et donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc la semaine prochaine, on va parler de préparation mentale. Donc le prochain live, vendredi 5 mars à 19h, donc je mets une petite affiche, je ne savais pas quoi mettre, je me suis dit voilà, un petit cerveau qui se muscle, ça peut être pas mal. Et voilà, donc j'annoncerai dans la semaine qui sera présent avec nous. Les amis, merci beaucoup d'avoir passé 7h15 et 7h20 ensemble. Merci énormément Arnaud, c'était très agréable et je pense que la communauté a aimé aussi et des personnes vont te découvrir aussi. Et à travers ça, ça va faire rejaillir en positif l'image du club d'Amiens. Et je pense que c'est ce que tu souhaitais aussi par ton intervention. Moi, je suis vraiment très content, Arnaud, d'avoir eu cet échange avec toi. Je ne suis pas loin d'Amiens, donc dès qu'on peut, je passerai voir la cathédrale et le club. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ta dispo et pour avoir été. Tu disais qu'on n'a pas du tout ressenti que tu avais pu avoir une petite timidité à parler pendant 1 heure avec nous. Tu as été très bon. Mais il craint pas la pression, il nous l'a dit tout à l'heure. Il craint pas la pression. Voilà. Il n'a pas peur. Merci à tous sur les commentaires aussi. Il y a eu beaucoup de commentaires très intéressants. Donc c'est toujours agréable de voir que des gens interagissent pour donner un petit peu du corps à cette émission, parce que ce qui fait du corps, c'est aussi c'est vous qui commentez et qui justement participez à cette animation. Donc merci à tous. Eh ben on va se quitter sur ces. Excuse-moi Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Je vous redire merci de m'avoir invité et puis bonne continuation à l'émission.
Merci, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, 19h. Salut, bye bye. Salut mon Vince. Ciao, ciao. Ciao, Salut ciao, Arnaud. à la Au revoir. semaine prochaine. Salut.